Bonsoir à tous. Les soirées débats spéciales législatives se poursuivent sur France 3 Bretagne. Dans 10 jours, vous serez invité à désigner le candidat de votre circonscription qui se propose de porter votre voix à l'Assemblée nationale. Pour vous aider à mieux cerner les enjeux de ce scrutin, les positionnements de chacun, nous vous invitons pendant près d'une heure à un débat en partenariat avec France Bleu et Ouest France. À l'honneur ce soir, la 6e circonscription du Finistère, Carhaix-Châtelain. Et avec moi pour animer ce débat, Valérie Lenigène de France Bleu, Brésil, notre partenaire. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Cette 6e circonscription finistérienne est la plus vaste du département. La circonscription de Carhaix-Châtelain est même la plus vaste de France en termes de superficie. Elle compte 70 communes. Elle est aussi plus rurale et un peu plus âgée que la moyenne. La moitié des habitants a plus de 47 ans et près d'un tiers est retraité. En 2017, Richard Ferrand, ancien socialiste devenu marcheur, a été élu pour un second mandat face à Gaël Nicolas, maire Les Républicains de Châtelain. Ils sont tous les deux à nouveau candidats. Et la nouveauté pour ce scrutin, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui a désigné une socialiste, Mélanie Thomas. Christian Troidec, maire de Carhaix, n'a pas été choisi. C'est la première fois depuis 20 ans qu'il n'est pas candidat aux législatives. Merci beaucoup. Alors voilà pour cette présentation. Pour débattre de l'avenir de cette 6e circonscription, nous accueillons Richard Ferrand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député sortant avec l'étiquette de la majorité présidentielle, Ensemble, et vous briguez un 3e mandat. Je rappelle que par ailleurs, vous êtes président de l'Assemblée nationale. Mélanie Thomas, bonsoir. Vous êtes socialiste, candidate de la NUP, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, et vous êtes conseillère municipale à Anvec. Bonsoir. Gaël Nicolas, bonsoir. Vous êtes la candidate investie par les Républicains, maire de Châtelain, également secrétaire fédéral des Républicains sur le département. Bonsoir. Philippe Louzané, vous êtes le candidat de l'Union démocratique bretonne. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Patrick Le Fur, bonsoir. Vous êtes conseiller régional et candidat du Rassemblement national. Bonsoir. Alors, merci à tous de votre présence. Face à vous, le 12 juin, d'autres candidats se présentent. En voici la liste. J'en profite pour rappeler que pendant ces débats, nous appliquons le principe de l'équité du temps de parole. Il sera décompté depuis la régie. Voilà pour tous ces autres candidats. Nous allons donc commencer par quelques questions d'ordre politique, Valérie. Richard Ferrand, vous êtes le président sortant de l'Assemblée nationale, marcheur de la première heure, un pilier de la Macronie. Au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron a obtenu 27% sur la circonscription. Alors certes, il a devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce que vous ne pouviez pas espérer mieux que 27%? Écoutez, d'abord, il a fait mieux que la première fois. C'est donc très encourageant. Et ensuite, il est en tête de l'ensemble des candidats. Donc je trouve que son score correspond à ce qu'on pouvait imaginer. En 2017, on peut dire que vous incarniez la gauche de LREM. Aujourd'hui, vous êtes plutôt le symbole du cœur de la majorité présidentielle. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que les électeurs de gauche qui ont voté pour vous au dernier scrutin ne se tournent cette fois vers la candidate de la nouvelle Union populaire? Comme vous le savez, le cœur est à gauche. Et il n'a pas changé de place depuis bien longtemps. Ni le mien, ni le vôtre. Et donc, je me présente sous l'étiquette, comme vous dites, de la majorité, mais mes idées sont constantes et c'est justement pour les faire avancer que je me sens bien au cœur de la majorité. Alors face à vous, Mélanie Thomas, vous êtes la candidate de la NUP. On ne sait pas si on dit NUP, NUPES, mais en tout cas, finalement, vous n'aviez pas vraiment prévu d'être candidate. C'est le Parti socialiste qui a été fléché sur cette circonscription. Ça a été une surprise pour vous ? L'Union de la gauche me permet aujourd'hui d'être candidate sur notre territoire de la 6e circonscription. Et ma candidature, effectivement, a pris tout son sens dès lors que cette union a été déclarée. Et je suis déterminée à porter cette candidature, car après 20 ans d'expérience militante en Finistère, j'ai pris mes responsabilités pour incarner ce nouvel espoir sur le territoire. Il n'y avait pas de place pour Christian Troidec dans cette union, peut-être même en étant votre suppléant, par exemple ? Il est dans cette union, car Christian Troidec, effectivement, me soutient dans cette candidature et il est convaincu que l'Union de la gauche peut remporter ce scrutin sur le territoire. Même sans lui. Je suis avec Yannick Jaouen, qui est mon suppléant, qui est aussi un profil très intéressant pour représenter la gauche du territoire. C'est un militant écologiste des Monts d'Arrée qui portera haut les questions de la transition environnementale dans le territoire.
Patrick Le Fur, le Rassemblement national n'a pas souhaité se rapprocher de Reconquête, même si vous appelez aujourd'hui les électeurs d'Éric Zemmour à vous rejoindre. En Bretagne, les chances d'être élu sont quand même minces. Ça reste une terre de mission en Bretagne. Oui, mais nos idées progressent. Nous avons vu que dans la circonscription, Marine Le Pen a obtenu 20%, un peu plus de 20%. Donc c'est déjà le plafond des 20% est passé et nous allons continuer, bien sûr. Je n'appelle pas que les gens de M. Zemmour, j'appelle tous les gens qui sont attachés à la nation, à la France, au respect des valeurs républicaines. Et la main est tendue à tout le monde. Voilà. Philippe Louzanet, pourquoi l'UDB n'a pas rejoint la NUP ? Vous avez des points communs, notamment avec le Parti socialiste, avec les Verts qui sont dans cette union ? On a des points communs, mais la première des réponses est très simple. Nous n'avons pas été invités aux négociations qui ont eu lieu à Paris. Et pourtant, nous sommes représentés, des députés dans le groupe Liberté et Territoire, un peu moins nombreux que les députés France Insoumise, sont à l'Assemblée. Ils nous connaissent. Est-ce que vous le regrettez de ne pas avoir été invité ? Écoutez, je pense qu'on aurait, bien sûr, nous sommes un parti de gauche, un parti écologiste, foncièrement, depuis 1964. Nous sommes aussi un parti fédéraliste. Et là, ça aurait pu déranger sans doute certaines tendances dans la NUP. Et puis pour nous... Mais dans le programme, justement, quand le Parti socialiste ou les Verts ne sont pas d'accord avec certains points, c'est précisé notamment sur la charte des langues régionales. Le Parti socialiste et les Verts disent « nous signerons nous ratifierons la charte européenne des langues régionales ». Est-ce que vous n'auriez pas pu, dans ce type de conditions et de petits alinéas, vous joindre aussi à l'Union ? C'est-à-dire, ça nous semble une alliance qui est un petit peu de briques et de broc, ou en tout cas à la carte, on va dire, pour être correct. Mais est-ce que ça peut durer ? Et puis, est-ce que ça va assez loin pour nous ? L'aspect fédéraliste qui est dans l'ADN de l'UDB ne va pas se retrouver au niveau de la NUP. Hein, notamment au niveau de la LFI, en fait. C'est ce que... Voilà, principalement. Et entre les deux tours, il y a quelque chose de possible ? Je ne sais pas, c'est des choses qui sont encore à voir. Foncièrement de gauche, foncièrement écologiste. Pour le reste, il faut aussi pouvoir se mettre d'accord sur des points importants. Gaël Nicolas, les Républicains ont subi une défaite vraiment inédite à la présidentielle. Beaucoup de candidats LR ont jeté l'éponge, ont renoncé. Pourquoi pas vous ? Qu'est-ce qui vous motive ? Oui, alors je ne veux pas revenir sur le résultat de l'élection présidentielle, mais effectivement, il a été extrêmement décevant. On ne va pas nier ce point. En revanche, vous noterez que sur le Finistère, l'ensemble des candidats qui étaient investis avant les élections présidentielles sont candidats, ont maintenu leur candidature, et c'est également mon cas. Chaque élection, vous savez, était différente. Quand je regarde ne serait-ce que les élections qui se sont déroulées dans notre territoire, dans notre région, depuis il y a un peu plus d'un an, eh bien, on voit que les électeurs de notre circonscription font confiance aussi à des personnalités, des élus engagés sur le territoire. Donc, il y a cette élection présidentielle qui est passée aujourd'hui. Moi, j'ai maintenu ma candidature, mais la question ne s'est pas posée, car... je me présente devant les électeurs de cette 6e circonscription en faisant des propositions pour ce territoire. Je suis issue de ce territoire, j'y travaille et je veux vraiment porter les particularismes. Et qui serait différent de ce qu'a pu faire le député sortant ? Oui, bien évidemment. Enfin, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même approche. Et donc, il y a un certain nombre de points sur lesquels je suis en la question, ce n'est pas d'être en divergence, mais en tout cas, je n'ai pas la même démarche en tant que candidate à cette élection législative. Alors, dans cette circonscription essentiellement rurale, un thème s'impose, celui de l'agriculture et de son avenir. En guise d'introduction, je vous propose ce reportage de Muriel Lemorvan et Stéphane Sauvillier. Ils sont allés à la rencontre de 3 agriculteurs de 3 types de productions différentes. Voyez plutôt ce reportage. Gilbert est éleveur de vaches laitières dans le centre Finistère, un élevage intensif de 125 bêtes qui reste en stabulation. Une exploitation très automatisée qui subit de plein fouet les augmentations du prix de l'énergie et celui des intrants, engrais, pesticides et soja d'importation. Le soja qui représente un tiers de l'alimentation en protéines du troupeau. Il y a 12 mois, on était aux alentours de 300, 320 euros la tonne. Aujourd'hui, le soja, on peut monter par moment à plus de 500 euros la tonne. L'hiver dernier, on achetait des engrais à entre 300 et 500 euros la tonne. Aujourd'hui, on les achète 3 voire 4 fois plus cher. Benoît défend un modèle de ferme plus petite et plus autonome, donc moins dépendante de la fluctuation des prix. Ici, les vaches sont à la pâture et leur lait est certifié bio.
Mais Benoît regrette que ces efforts pour protéger l'environnement et produire une alimentation de qualité ne soient pas valorisés. Jusqu'à présent, on avait une aide au maintien pour le bio, par exemple, qui va disparaître. Par contre, on peut avoir une aide verte en ne faisant pas d'efforts particuliers, sans avoir cahier des charges supplémentaires, ce qui n'est pas très logique. Si on veut réellement aller vers une transition écologique, il faut quand même favoriser un système qui est vertueux. Les installations de maraîchers bio se sont multipliées ces dernières années, alors que la demande des consommateurs augmentait. Mais depuis la sortie du Covid et avec la baisse du pouvoir d'achat, les consommateurs boudent un peu le bio. Pourtant, pour Aurélien, maraîcher à Saint-Ouen, le prix est un faux problème. Ça dépend vraiment des produits, quoi. Et ça m'est arrivé de passer dans un rayon de supermarché et de voir des échalotes 2 fois plus chères que les miennes. C'est pas vendre qui est un gros problème, quoi. C'est plutôt la production, des fois, qui est plus compliquée. Compliqué notamment du fait de la sécheresse, pour la première fois cette année, Aurélien doit arroser avant de planter. Dans un contexte de rapport du GIEC qui parle de 3 ans devant nous pour avoir une chance d'inverser un peu la vapeur, voilà, on se demande quand est-ce que la question sera prise à bras-le-corps. Dans un contexte de crise sans précédent, nous aimerions savoir si les candidats actuels seraient prêts à soutenir et comment ils seraient prêts à soutenir l'élevage breton, sachant qu'il est souvent décrié pour beaucoup de production de carbone, mais en sachant qu'il en stocke énormément aussi. Le nombre de paysans est en chute libre. Pourquoi? Par un manque de revenus et un manque d'installation. Pour le revenu, il suffit de gérer les volumes. Pour l'installation, il faut créer des lois foncières pour empêcher la concentration et que les jeunes puissent s'installer. Qu'êtes-vous prêt à voter comme loi pour ça? Ces questions que vous adressent les agriculteurs. Richard Ferrand, que répondez-vous à ce dernier agriculteur, à la fois sur la question des revenus, mais également sur celle de l'installation et du foncier? D'abord, le reportage présente au fond 3 approches qui montrent bien que quand on parle d'agriculture, il faut parler des agricultures. Et que tous les agriculteurs méritent d'abord notre reconnaissance, parce que c'est eux qui nous nourrissent, qui ont tenu pendant la période de Covid qu'on a connue, notre respect, parce que l'agribashing va parfois au-delà de l'entendement et décourage, porte atteinte au moral. Et le 3e enjeu, c'est la rémunération évidemment du travail. Sur ce, nous avons déjà travaillé via la loi dite Egalim 1, maintenant Egalim 2, pour faire en sorte que dans la répartition de la valeur ajoutée, ce ne soit pas que la grande distribution qui capte toutes les marges, mais qu'entre le producteur, l'industriel, le transformateur et la distribution, tout le monde s'y retrouve et en premier lieu le producteur. Est-ce qu'elle est appliquée correctement déjà? Elle est appliquée, il y a déjà des contournements. Non, mais attendez, Toute loi peut être contournée. Est-ce qu'elle mais il ne faut pas. Non, mais d'abord, Egalim 1, ça a montré que ça n'était pas allé assez loin. Donc nous avons fait Egalim 2. Là, ça oblige des négociations transparentes, contrôlées, pour faire en sorte que les prix soient garantis. Mais il est vrai qu'en ce moment, ça a été très bien dit par l'un des agriculteurs, avec la guerre en Ukraine, etc., le prix des intrants augmente, l'énergie, les engrais, etc. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie, nous l'avons demandé, et le ministre de l'Agriculture l'a déjà indiqué, que les négociations qui ont été passées soient immédiatement rouvertes. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas cette situation figée. J'ajouterai que nous avons mis en place à la fois l'assurance récolte contre les aléas significatifs grâce à une assurance qui est cofinancée à la fois par l'État et par les agriculteurs. Et sur les catastrophes, évidemment, c'est l'État qui prend le relais. Et pour l'avenir, nous considérons qu'en effet, il faudra travailler sur une loi foncière qui permette d'atteindre 20 000 installations de jeunes contre 14 000 aujourd'hui, enfin de jeunes ou en tout cas de nouveaux, et que l'on accompagne les formidables efforts et investissements que font les agriculteurs sur la robotique, sur le numérique, sur la transition écologique. Ils n'arrêtent pas d'innover et au lieu parfois de les montrer du doigt, il faut être à leur côté, les accompagner et ne jamais oublier que la Bretagne et l'élevage breton est en tête en France et pour une bonne partie en Europe. Mélanie Thomas, sur cette même question, qu'est-ce que vous feriez de mieux que la majorité actuelle, sur cette question de revenus notamment? Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureuse sur la question agricole de pouvoir répondre à l'invitation à débattre du bilan de Richard Ferrand sur cette circonscription. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez?
Eh bien, tout simplement que nous n'avons pas eu l'occasion, pendant le débat des présidentielles, de débattre du bilan d'Emmanuel Macron sur la question agricole. Le ministre de Normandie est venu à Châteauneuf-du-Fou débattre avec les paysans de l'exercice de ces 3-4 années de ministre de l'Agriculture et de ce qu'il proposait pour l'avenir. Il fallait venir à Châteauneuf, c'était intéressant. Il y avait plusieurs centaines de personnes. En tout cas, nous, notre considération du bilan de la politique agricole dans le territoire, c'est que les lois Egalim 1 et 2 sont pour nous un échec parce qu'elles n'ont pas réussi à aider, à sauver et accompagner les agriculteurs convenablement Alors, il faut faire comment, sur notre territoire. Concrètement, Eh bien, aujourd'hui, le plus grand sentiment des agriculteurs, c'est celui du déclassement. En termes de revenus agricoles, de pensions agricoles également qui stagnent. on est d'accord sur le constat, mais justement, qu'est-ce que vous proposez concrètement si Egalim, Egalim 1, Egalim 2 ne suffisent pas? Alors nous, ce que nous proposons, c'est aux agriculteurs de mieux vivre. Mieux vivre, c'est d'abord vivre en meilleure santé. Aujourd'hui, quand on voit les taux de suicide dans la profession, on se demande ce qu'il faut faire en plus, mais ce n'est certainement pas les lois actuelles qui permettent aux agriculteurs de vivre mieux. Nous proposons aussi aux agriculteurs de les accompagner, notamment sur le fait d'obtenir une meilleure retraite et également pour celle de leurs conjoints. C'est nous qui l'avons porté à 85% du SMIC net, c'est-à-dire 1035 €. Je vous le signale, aujourd'hui, les retraites agricoles ont été portées à ce niveau. D'ailleurs, ça a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc, même vos nouveaux amis, NUP et compagnie, étaient d'accord, voyez-vous. Mais ça n'est pas suffisant. Mais ça a été fait, en tout cas. Gaël Nicolas, tout à l'heure, vous hochez la tête. Là, quand on parlait d'Egalim 1, Egalim 2, vous aviez l'air aussi d'être assez critique, comme peut l'être Mme Thomas. Alors, s'agissant de... En fait, l'objectif poursuivi, annoncé par Egalim 1 et Egalim 2, ces objectifs sont louables. C'est-à-dire, vraiment, le cœur du problème, c'est la rémunération de l'agriculteur qui produit l'alimentation. Simplement, Egalim 2, notamment, exige une négociation entre le producteur et l'industriel, la grande distribution. Aujourd'hui, il y a une inégalité, en fait, un peu intrinsèque. C'est-à-dire que l'agriculteur n'est pas armé, n'a pas les moyens. Alors certes, il peut se regrouper à travers la coopérative ou des groupements de producteurs, mais on voit bien que c'est un peu illusoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité réelle, technique, d'imposer le prix. Le texte, effectivement, annonce là, c'est-à-dire c'est au producteur, et en cela c'est sain, c'est au producteur de fixer son prix. Mais il n'est pas suffisamment armé dans un environnement difficile. Et donc, c'est la raison pour laquelle on voit que cette loi Egalim 2, elle est beaucoup décriée par différents acteurs de cette chaîne. Au-delà, alors, d'après vous. Ma crainte, moi, c'est que à terme, cette loi, elle soit abandonnée et il faudra vraisemblablement aller vers autre chose. L'objectif, nous le recherchons tous. Il y a un vrai sujet qui est la rémunération de l'agriculteur. Et les moyens qui ont été envisagés à travers Egalim 1 et Egalim 2 se sont heurtés à des limites. J'ai rencontré un agriculteur il y a quelques jours qui m'a dit « Mais ok, l'objectif de cette loi, c'est de réduire les marges. Mais comme le prix de base est trop faible et que nous ne sommes pas rémunérés, on voit bien à travers le lait. Si le lait est à 300, 350 ou 400 € pour les 1000 litres, pour la tonne, l'agriculteur le subit en fait. Il n'a pas aujourd'hui saigné. Eh bien, il va falloir... alors moi, je crois beaucoup au groupement de producteurs et il va falloir aussi travailler pour préserver les agriculteurs. Il va falloir travailler sur d'autres questions qui ont d'ailleurs été posées dans le cadre de ce petit reportage. On va y revenir notamment sur ces questions liées au climat. Patrick Le Fur, un suicide tous les 2 jours en Bretagne dans le monde agricole. Vous, sur ces questions, notamment de revenus, d'images, qu'est-ce que vous proposez ? Oui, effectivement, c'est catastrophique, ce que vous dites. En Bretagne, il y avait encore 10 ans, il y avait un peu plus de 26 000 exploitations. En 10 ans, on en a perdu un peu plus de 8 000. Donc il y a un gros problème, effectivement. Il faut repenser l'agriculture bretonne, française en général. Les aides de l'État ne sont pas suffisantes. Je pense que les circuits courts, c'est une solution, mais ce n'est pas tout. Il y a le coût des matériaux, les coûts des engrais. Donc des aides, en tout cas. Des aides, fatalement. On ne peut pas laisser ces agriculteurs livrés à eux-mêmes. Voilà, l'État est responsable aussi de la survie de nos agriculteurs. Il faut savoir que s'ils ne sont pas là, on ne mange pas. Donc fatalement, il faut les aider. L'Egalim 2
Je rejoins ce que dit Madame Nicolas, elle n'est pas suffisante. Dans quelques temps, on se rendra compte qu'il faudra peut-être penser à un LGM 3, un LGM 4, je ne sais pas. En tout cas, c'est qu'aujourd'hui, les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes et nous avons buté de ces limites. Voilà, il faudra repenser tout ça. Philippe Louzané, on a parlé d'installation, l'agriculteur posait cette question aussi. Dans 10 ans, la moitié des exploitations bretonnes va changer de main. Comment on fait justement pour accompagner cette transmission et pour s'assurer que des jeunes continuent à pratiquer ce métier ? Il faut d'abord veiller à ce que le foncier reste accessible. Et puis, il y a des organismes comme la SAFER qui doivent jouer leur rôle aussi pour permettre non pas des agrandissements de fermes existantes, mais que des jeunes puissent s'installer, si possible en n'étant pas trop endettés pour commencer. Je pense qu'il y a des modèles qui permettent de gagner sa vie sans être trop endetté. Ça suppose aussi sans doute aller sur des modèles moins productivistes, tout simplement. Après, au niveau de chaque filière, doit y avoir des négociations, c'est sûr, mais il y a des revenus, il y a des richesses qui viennent de notre agriculture, parfois confisquées ou qui s'échappent à d'autres niveaux, qui devraient revenir aux agriculteurs d'abord. Richard Ferrand, dans le reportage, on a aussi entendu un agriculteur s'interroger sur l'avenir de l'élevage breton dans le contexte du réchauffement climatique. Ça pose la question du modèle agricole breton. Mais d'abord, je veux observer que j'ai entendu qu'il fallait se saisir des questions, qu'Egalim, c'était pas bien, mais enfin, je ne repartirai pas tout de suite avec des propositions claires, nettes et précises de mes concurrents et collègues. Je tiens quand même à le souligner si ça vous avait échappé. Bien, sur l'élevage breton, l'élevage, c'est le cœur de notre agriculture en Bretagne. Aujourd'hui, il y a en effet des problèmes de rémunération, notamment sur le lait, même si c'est en train de changer, ça repart à la hausse, mais après une période de forte déprise en lait. Et ça, c'est un aspect qui est plutôt inquiétant. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, l'élevage est confronté parfois à des oppositions dans un certain nombre de territoires, mais que ce soit en poulet ou en porc, cela continue à vivre avec dans le porc, je veux dire, un problème de coût de revient qui a monté de manière extrêmement forte, plus de 2 € le kilo aujourd'hui. Donc, il y a tous ces problèmes des coûts nouveaux, et c'est directement lié à la guerre en Ukraine, il faut en prendre la mesure quand même. Et le modèle breton, est-ce qu'on le fait évoluer ? L'Ukraine est le premier producteur d'engrais azotés. Donc si vous voulez, dès l'instant que ça ne fournit plus, on se retrouve dans un questionnement, y compris pour les prochaines récoltes de céréales. Enfin, et sur cette question d'évolution toute une série de problèmes. Écoutez, moi je crois, ma conviction, elle est que nous avons à la fois le bio qui se développe, c'est clair en Bretagne, ce que l'on appelle l'élevage, les pratiques dites conventionnelles, et dont je ne voudrais pas qu'on oublie qu'elles sont de haute qualité, que l'on ne considère pas que seul le bio ou seule la haute valeur environnementale serait de qualité. Donc nous produisons d'excellents produits, les trois, et surtout, on accompagne les agriculteurs dans leurs évolutions et les évolutions de leurs choix, notamment dans l'utilisation de la robotique, du numérique, etc., sur la sélection variétale, qui sont autant de moyens qui sont utilisés pour moins exploiter ou mieux exploiter les sols et qui concourent aussi, ça a été dit par un des intervenants, à la captation de carbone, parce qu'on oublie de dire qu'en effet, les agriculteurs captent beaucoup de carbone. Et on ne fera pas une politique environnementale contre les agriculteurs, mais avec les agriculteurs. Est-ce que c'est une idée que vous partagez avec les agriculteurs ? Est-ce qu'il faut soutenir davantage le bio, par exemple, ou continuer à encourager le conventionnel ? Nous, ce que nous proposons, c'est de soutenir tous les agriculteurs. Mais ce qui est central, et on a pu le dire tout à l'heure avec l'intervention de M. Plouzané, c'est que ce qui est fondamental dans notre modèle agricole breton, ce sont les petites et moyennes exploitations sur nos territoires qu'il faut absolument accompagner, et également accompagner les installations nouvelles. Et si nous voulons produire des produits agricoles d'une meilleure qualité et qui rémunèrent les agriculteurs au prix juste, c'est important que nous fassions tous des efforts pour accompagner les agriculteurs dans la transition écologique. Et c'est inévitable, nous aurons tous à sortir du modèle productiviste progressivement. Et les efforts seront à faire par tous pour que le consommateur puisse manger mieux et puis qu'on puisse avoir accès à des produits de meilleure qualité en France. Et puis, je termine là-dessus quand même, c'est important, si on rémunère mieux l'agriculteur, de lui permettre aussi de vivre mieux du fruit de son travail et d'être payé au prix juste. Monsieur Le Fur, cette question, on sort du modèle productiviste ? C'est très vaste. Moi, je tiens d'abord à remercier les agriculteurs de nous nourrir, d'entretenir nos sols, nos territoires,
Sans eux, ce serait une friche, une énorme friche. Ils font des produits remarquables qui sont reconnus partout dans le monde. Et je pense que ce soit le bio ou le conventionnel, il faut les aider. C'est certes, il faut les aider. Donc vous êtes le bio, unanime sur cette aide et cet accompagnement. Mais comment dire, il n'y a pas de grande productivité industrielle en Bretagne. Il y a eu des scénarios qui se sont mis en place. On se rend compte que maintenant, effectivement, avec des politiques qui sont mises en place, on va se retrouver soit des très grandes fermes, soit des exploitations familiales. Et les fermes moyennes vont disparaître pour faire pallier aux problèmes, effectivement, de compétitivité avec le reste de l'Europe. Il faut repenser ça, mais surtout ne pas. Les agriculteurs, ils ont fait un travail de fou et de fourmi pour l'environnement. Il faut, à chaque fois, on leur jette la pierre sur l'environnement, les pollutions, cela. Mais ils ont fait un travail remarquable sur l'environnement. Je pense même que ce sont les premiers acteurs écologistes de Bretagne. Sur ce sujet. Alors, on va passer au deuxième thème, le sentiment d'abandon des ruraux, la ruralité. C'est l'activité principale. Vous avez noté les particularités de cette circonscription qui est essentiellement rurale. Vous appelez à une évolution, mais en fait, les agriculteurs, je tiens à le rappeler, sont en constante évolution. Et je crois oui, mais comment dire, vraiment, le schéma, il faut sortir des clichés. Le schéma de la production, l'agriculture dans notre circonscription et dans le Finistère, c'est une agriculture familiale. Même sur les structures les plus importantes, sont des structures familiales et de polyculture. Et pour répondre à la problématique environnementale, il faut rappeler l'importance de cette polyculture qui, justement, permet de préserver un certain nombre d'enjeux environnementaux. Merci à vous. Donc, comme je le disais, on passe au deuxième thème en lien avec la ruralité. Éloigné des centres des décisions, avec des services publics qui quittent le territoire, des classes, des écoles qui ferment, des commerces également. Les habitants des zones rurales peuvent se sentir abandonnés. Alors parfois, des maires se mobilisent. Dans votre circonscription, 2 d'entre eux se sont récemment distingués avec des initiatives que nous présente Maxime Guignard. À Collorec, 600 habitants, la rentrée 2021 a bien failli ne jamais avoir lieu. Quelques mois plus tôt, le diocèse, estimant trop faible le nombre d'élèves inscrits, décide en effet de fermer l'établissement. Le maire propose alors de transformer l'école privée en école publique. Il fallait y penser. C'est vrai que on est passé par toutes les couleurs, par beaucoup d'émotions, mais bon, c'est vrai que c'est un projet qui a été mené avec beaucoup de détermination. Les parents étaient très motivés, le maire, l'équipe du maire, les élus. Pour la municipalité, 3 conditions à remplir auprès de l'Éducation nationale: être situé à plus de 3 km d'une agglomération, fournir des locaux adaptés et assurer l'inscription d'au moins 15 enfants. 3 cases cochées. Ça restera dans les annales puisque ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu d'ouverture d'école publique dans le département du Finistère. Collorec table sur une 30aine d'inscriptions à la rentrée prochaine, de quoi pérenniser son école. Changement de décor et de météo, à 15 km de là, la commune de Spézet. Ici, c'est un autre service que le maire a décidé de fournir à ses 1800 habitants. On allait soit au centre Leclerc à Gourin ou à Carhaix, quoi. Un accès de proximité au carburant. Donc là, oui, c'est mieux. Ça nous aide. L'idée, redynamiser le commerce local au passage. Pour l'instant, les stations-service sont plutôt en voie de disparition. Et nous, on marche à l'envers. C'est-à-dire, nous, on avait envie d'en créer une. Et donc, l'objectif, c'est que s'ils font le plein sur notre commune, forcément, ils resteront aussi consommés sur notre commune. Et donc, c'est un apport aussi à nos commerces. La municipalité a décidé de prendre à sa charge les travaux de voirie et la construction de cette station-service. Une société locale en a pris la gestion. Pour maintenir ou offrir du service aux habitants, certains maires, on le voit, n'hésitent pas à prendre le taureau par les cornes. Gaël Nicolas, vous êtes maire, les maires se sentent seuls. Si vous êtes député, comment vous pourriez les aider pour éviter cette désertification ? Ah oui, je pense que l'État doit jouer un rôle parce que depuis un certain nombre d'années, on voit que ce sont les maires qui sont en contact direct avec
la population qui sont à la recherche continuellement de solutions. Et dans un territoire rural, eh bien, ce sont eux, ce que j'ai pu constater au cours de ces dernières années, au moment de la crise du Covid, sur la question de la santé, on en parlera tout à l'heure, sur la question de l'aménagement du territoire, des écoles, etc., ce sont eux qui sont à la manœuvre. Et ils se sentent extrêmement seuls. Comment on peut les aider ? Eh bien, il va falloir, dans les réformes qui seront engagées, parce qu'il y a des réformes qui seront nécessaires, mais si on ne prend pas en compte les particularismes du secteur rural, on va aggraver le départ de certaines populations, isoler encore plus et marginaliser ces territoires. Il va falloir prendre des mesures, peut-être aussi sur le plan fiscal, par exemple. Ça me paraîtrait assez intéressant d'avoir différents mécanismes de DGF. On a une DGF qui est versée aux communes en fonction du nombre d'habitants, mais je pense aussi depuis plusieurs années, parce que notamment on va évoquer la question de l'économie du foncier, du zéro artificialisation nette, etc., la question de l'aménagement. Eh bien, je crois qu'il faudrait tenir compte aussi des efforts qui sont mis en œuvre par des communes, des maires, pour préserver un environnement rural, pour améliorer le bâti et le patrimoine rural, et faire une sorte, à travers des dotations spécifiques, faire une sorte de rémunération du service environnemental ou du service qui aura été appliqué. Et je pense à certaines communes qui ont fait de gros efforts mais qui ont été seules. Il y a différents mécanismes. Mélanie Thomas, comment on aide justement les maires ? Comment on essaye de faire ralentir cette désertification de certains coins de votre circonscription ? Vous avez raison quand vous parlez d'abandon des ruraux, ça n'est pas qu'un sentiment en fait, c'est une réalité dans plusieurs territoires et on a pu le constater avec la fragilisation des services publics du quotidien. Et donc dans l'accompagnement, il me semble qu'il y a un thème central qui est celui des transports. Les transports en zone rurale, chacun dans la 6e circonscription, la plupart des habitants utilisent leur véhicule tous les jours pour les usages du quotidien. Le chiffre apparaît, presque 85% utilisent leur voiture quotidiennement pour aller travailler dans votre circonscription. Tout à fait, c'est une réalité et c'est aussi des difficultés supplémentaires avec la crise actuelle et la flambée des carburants. Et donc, il me semble que la loi, l'État doit accompagner les collectivités territoriales pour réformer, pour transformer également les possibilités de transport sur nos territoires. Alors, par exemple, moi je vis à Anvec, dans une commune très rurale. Il me semble que sur l'axe Brest-Quimper, il y a cette petite ligne ferroviaire du quotidien, la gare d'Anvec, qui est désaffectée depuis plusieurs années. Les collectivités territoriales ne peuvent pour l'instant financer un projet de réhabilitation de gare. Et bien, il me semble que l'État peut accompagner ce genre de projet avec de la volonté politique. C'est le cas aussi sur la question du dossier du pont de Plougastel, qui est actuellement à l'étude, pour désengorger les accès à la métropole de Brest, car de nombreux habitants du territoire travaillent à Brest et prennent leur véhicule pour aller à Brest tous les matins. Pour décongestionner cet accès à la métropole, il me semble que l'État doit participer et s'engager pour que ce pont puisse être réhabilité à destination des mobilités douces, mais aussi, pourquoi pas, des transports en commun. Philippe Lausanné, pour l'UDB, que faut-il faire en priorité pour que les habitants de la circonscription se sentent moins abandonnés ? Aussi le transport ? Alors évidemment, le transport, la ligne Quimper-Brest est aussi un sujet qui me tient à cœur particulièrement. Je pense qu'il faut ramener des services publics sur le terrain. On ne peut pas compter sur le tout numérique. Je pense que tout le monde n'est pas armé de la même façon face à Internet. Quand on doit faire, vous n'avez pas la fibre partout dans la circonscription. Il y a des histoires de réseau. Il y a différentes questions qui empêchent éventuellement certaines personnes d'accéder aux services publics. Alors on peut bien sûr imaginer des permanences, des services itinérants. Je pense qu'il faut revoir aussi dans le millefeuille administratif. On connaît l'importance des communes et des communautés de communes aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut être amené par la région ? Est-ce qu'on doit aussi, entre la région et le département, mieux se partager ? Mais en tant que député, par exemple ? Au niveau de l'État, ça mériterait une réforme constitutionnelle pour donner plus de pouvoir aux territoires, tout simplement. C'est les territoires eux-mêmes, à la base, qui doivent faire remonter leurs besoins. Richard Ferrand, vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec cette idée. Non seulement je suis d'accord, mais nous l'avons fait. La loi mobilité, portée par Mme Borne, qui était ministre des Transports, précisément, devenue Premier ministre, confie à la fois
aux régions et aux communautés de communes le soin d'être des autorités organisatrices de transport. Alors on ne peut pas à la fois dire on veut plus de décentralisation, quand elle a lieu, dire c'est à l'État de faire. Donc ça, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Sur la gare d'Anvec, je voudrais quand même vous signaler que c'est votre camarade vice-président en charge des transports qui a clos le dossier. Car la voie Quimper-Brest, via Pont-de-Buis, etc., ça a été 60 millions d'investissements qui ont été faits pour faire en sorte que le train circule chaque jour. Mais ensuite et aujourd'hui, c'est le Conseil régional de Bretagne qui gère cette voie. Donc là aussi, toujours se tourner vers l'État pour dire il nous faut plus de pouvoir. Et quand on l'a, on dit ben non, etc. Bon, ça, je crois que là-dessus, il ne faut pas être sérieux. Ensuite, il y a un point, madame, que je voudrais, madame Rossignol, récuser de votre présentation. Vous ne connaissez pas notre circonscription. En introduction de votre propos, on aurait l'impression que c'était le désert de Gobi, que tout le monde était malheureux. Non, j'ai parlé des zones rurales en général. Moi, je vais vous dire, quand vous allez de circonscription. Carhaix jusqu'à Camaret, de Plougastel jusqu'à Kerlas, de Scrignac jusqu'à Corray, que vous allez au-delà de Camaret jusqu'à Ouessant, eh bien, vous verrez que d'abord, on vit bien dans cette circonscription, dans l'ensemble des communes qui existent. Des zones rurales qui se sentent abandonnées. Et ensuite, il y a évidemment des problèmes spécifiques aux zones rurales, évidemment. Mais tout comme, j'imagine, la maire de Rennes ou le maire de Brest nous dirait qu'il y a des problèmes spécifiques aux métropoles. Mais c'est dans la description que l'on fait de ce territoire, on a l'impression que... Or, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, quand vous allez voir les maires, vous dites comment faut-il aider les maires. Ben, d'abord, il faut aller les voir. Bien. Et moi, je 70 maires dans votre circonscription. Oui, je sais bien, dont 35 nouvellement élus. Il y a eu un renouvellement de moitié aux dernières élections municipales. J'ai l'occasion, chaque fin de semaine, d'aller à leur rencontre. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que nombre de maisons ont été achetées, au point d'ailleurs que ça pose un problème plutôt de logement, parce qu'un certain nombre, et j'ai cherché à savoir qui venait, ce ne sont pas des résidences secondaires, ce sont beaucoup d'urbains finistériens, puis bretons, qui ont choisi de venir vivre vers l'intérieur. Allez interroger les maires des petites communes, ils vous le diront. Ce qui d'ailleurs permet que des écoles soient rouvertes, voire d'autres classes, alors que, et je ne m'en réjouis pas, que ce sont plutôt dans un certain nombre de grandes villes que cela se fait. Qu'ensuite, la mise à 2 fois 2 voies de la RN 164, engagement du président Macron à Quimper en 2018, le chantier est terminé pour sa section finistérienne, renforce l'attractivité du Finistère intérieur, et on commence à voir l'emploi se développer, au point d'ailleurs que le niveau de chômage sur cette circonscription est un des plus bas de Bretagne. Alors, je vous assure, Madame Rossignol, je vous invite, il y a des difficultés, mais vous ne verrez pas la misère partout, et vous verrez l'attractivité du territoire. Je n'ai pas décrit la misère. Non, mais je tiens quand même à défendre notre territoire. Pour le Rassemblement national, votre parti a surfé, on va le dire, sur le constat d'abandon des zones rurales. On ne parle pas spécifiquement de cette vaste circonscription, mais des zones rurales plus globalement. Est-ce que c'est un vote de contestation Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux habitants sur cette question ? D'abord, je voudrais saluer les initiatives de ces maires que nous venons de voir. C'est remarquable, mais je pense que beaucoup de maires se sentent peut-être un peu abandonnés, effectivement. Et il faudrait que l'État, même si M. Ferrand dit que effectivement l'État a fait son boulot, je pense qu'il faudrait aussi continuer ou plus s'affirmer. Voilà. L'attractivité des territoires passe. C'est une vision globale des choses. Je pense qu'on parlera tout à l'heure des déserts médicaux. Il y a une chose qui est importante, c'est le bien vivre. On y vit très bien dans cette circonscription, mais il y a des zones qui sont compliquées. Voilà, extrêmement compliquées. On parle de communication, de transport, mais on parle de fibres, de 5G. Dans certaines parties, il n'y a même pas de 3G. Voilà, donc comment voulez-vous qu'une entreprise, qu'un magasin, qu'un artisan s'installe quand il ne peut même pas communiquer avec des fournisseurs ou même ses clients? Donc je pense qu'il faut repenser ça, attractivité du territoire, par les communications, par les transports. Je crois qu'il n'y a plus de ministre de transport d'ailleurs. Ministre du Transport, Mme Borne. Ne soyez pas inquiets, ce sont les ministres en charge de la transition écologique et autres qui ont en charge cette compétence. Très bien. J'espère bien qu'ils seront un peu plus pointus. Mais c'est vrai que c'est un gros problème, effectivement. L'attractivité, communication, transport et service à la personne en permanence. Merci beaucoup à tous. Alors poursuivons ce débat avec une question d'Anthony Rio, qui est chef d'agence Ouest France à Carhaix et qui vous adresse cette question. Ouest France est partenaire de nos débats, bien sûr.
Ici, il y a un mois, à l'hôpital de Carhaix, des centaines de personnes se sont mobilisées. Il y avait des élus locaux, des personnels soignants, aussi des usagers. Une mobilisation après plusieurs épisodes inquiétants. Il y a un mois, le service de soins continus a failli fermer. Une fermeture annulée quelques jours après. Cet hiver, au moment de Noël, le service maternité avait aussi failli fermer. Et on rappelle que depuis un an, le service de médecine gériatrique a perdu 12 lits. Alors, question, comment faire pour garantir ici la pérennité des services existants à l'hôpital de Carhaix en pleine pénurie de soignants et plus généralement pour la population du centre Finistère, comment garantir un accès aux soins suffisant dans les années qui viennent? Richard Ferrand, vous avez rencontré en début de semaine la nouvelle ministre de la Santé qui a confirmé l'engagement d'Olivier Véran pour cet hôpital de Carhaix. Est-ce que ce n'est pas un sursis de plus? Parce que depuis des années, il y a une épée de Damoclès sur cet hôpital. Et puis d'abord, est-ce qu'il faut vraiment le maintenir à tout prix? Évidemment, il ne manquerait plus que ça. Évidemment. Non, mais sur le point précédent, d'ailleurs, me revient à l'esprit le nombre d'antennes mobiles pour le téléphone qui ont été installées, les maisons France Service. Et donc, ça fait partie du fait qu'il faut conserver, évidemment, l'offre de soins de cet hôpital. Pourquoi? D'abord parce qu'il rayonne sur les 3 départements, puisqu'il se situe aux confins du Finistère, au sud des Côtes-d'Armor et au nord du Morbihan. Donc, il compose l'essentiel de l'offre de soins sur ce territoire. Et cela concerne plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Est-ce que c'est un sursis de plus? Non, mais évidemment que non. Il faut arrêter. C'est définitif? L'hôpital est sauvé? Mais attendez, madame. Vous n'avez pas entendu que les urgences de Bordeaux ont fermé? Vous n'avez pas entendu que certainement... pénurie de personnel partout. Pénurie de personnel. Absolument. À la veille des élections, on a toujours ce genre de réaction. Mais globalement, je vois depuis une dizaine d'années, sur le sujet de l'accès aux soins, de la prévention, eh bien, la situation s'est dégradée. Moi, je fais ma campagne, je discute, je rencontre les gens, je distribue mes tracts à pied, donc je vois et j'entends. Et je suis, en tant que maire, aux prises directes avec les habitants. On a un manque de médecins, on a un manque de spécialistes, on a un manque de professionnels de santé, que ce soit des dentistes, des kinésithérapeutes. Et ce manque, aujourd'hui, est devenu crucial. Je rencontre des personnes à Landelot qui me disent « je vais chercher un médecin à Maël-Carré ». Nous avons 2 hôpitaux sur notre circonscription, mais moi, je voudrais que ce soit 2 hôpitaux. Celui de Crozon? Oui, Crozon et Carhaix. Il faut que ces 2 hôpitaux aient les moyens, en termes de personnel, de conditions, d'assumer leurs fonctions. Ce n'est pas juste 2 hôpitaux pour le nom. Et on voit bien... Alors vous proposez quoi? C'est quoi vos propositions? Moi, je vous parlerai des miennes. Moi, je vous ai entendu récemment sur les ondes nationales vous dire « Nous avons créé 2000 maisons de santé en France au cours de ces dernières années. » Eh bien, moi, je les cherche, les maisons de santé. Les maisons de santé, elles ont été... Châteauneuf, Pont-de-Buis, même Châteaulin, on l'a financé par le plan de relance mais c'est énorme, et la DETR. Ne dites pas le contraire. Ce que vous dites c'est vous qui l'avez inauguré, d'ailleurs. Oui. Alors, ne dites c'est pas un que travail c'est que nous... C'est pas vous qui l'avez fait. Non, c'est incroyable. C'est bien un travail qui a été fait par l'ARS, pas du tout. l'État, le plan de tout. relance. Non. Mais pourquoi vous dites pas du tout? Pas du tout. N'y a-t-il pas eu 500 000 euros de financement de l'État? Les élus se sont retrouvés. N'y a-t-il pas eu 500 000 euros de financement de l'État? Arrêtez de prendre le dessus et laissez-moi terminer. Mais non, mais ce sont les élus. Oui, je le sais puisque j'ai travaillé ce dossier. Il n'y a pas d'argent de l'État dans ce dossier? Voilà. Oui, on a des subventions, comme nous pouvons avoir des subventions sur d'autres dossiers. Et combien du plan de relance? Mais nous avons eu des subventions au titre, mais bien évidemment. Oui, mais ça montre bien que le plan de relance a porté son plein effet c'est vous qui dans les notre avez territoire. Mais c'est notre gouvernement que j'ai soutenu, que je veux soutenir demain, qui a développé tout ça. Il y a des maisons de santé sur le territoire qui n'ont eu aucun soutien. Je pense à Castres, par exemple. À Châteaulin, c'est une initiative municipale. Dans les autres secteurs, ce sont des initiatives communautaires. À chaque fois, ce sont les élus locaux qui sont à la manœuvre, avec une ARS souvent à la traîne et qui ne prend pas conscience des réalités, qui ne met pas à jour les zonages, ce qui fait que des praticiens nouvellement formés ne peuvent pas... Jamais demandé si je l'ai demandé, jamais. Je l'ai obtenu. Non, on va entendre aussi les autres candidats. Vous haussez le ton, mais c'est pas pour autant que vous serez plus pertinent. Je connais ce territoire et les habitants. Mais je discute avec eux. Si vous voulez pas entendre ce manque, sur cette question de désertification médicale et donc de difficulté à faire venir des médecins, qu'est-ce que l'UDP propose? Alors nous, on propose déjà d'aller regarder ailleurs ce qui marche. Le système français, on voit que c'est compliqué. On se base, nous, sur le modèle québécois,
Hein, c'est pas très exotique. C'est simplement des territoires déficitaires sur lesquels les médecins touchent un bonus quand ils le pratiquent, quand ils exercent, quand ils s'installent avec une aide à l'installation. Et quand le territoire, au contraire, est bénéficiaire, comme souvent le cas des villes par ici, chez nous, à ce moment-là, ils touchent 30% de moins pour la consultation. Donc des consultations mieux rémunérées en milieu rural. Ce sont des mesures incitatives. J'entendais à la réunion de défense de l'hôpital de Carhaix le 24 mai, une personne du comité de défense qui disait il faudra peut-être à un moment donné aussi remettre en question la liberté d'installation. Ça ne va pas plaire forcément aux médecins, mais des mesures incitatives, c'est bien, ça ne suffira peut-être pas. Donc pourquoi pas aller plus loin. Mélanie Thomas, des mesures incitatives ou même coercitives pour inviter de jeunes médecins qui ont eu par exemple des bourses, des soutiens à s'installer en zone rurale? Est-ce que ça fait partie des pistes? Alors nous, ce que nous proposons en effet, c'est pour répondre aux territoires en tension, de pouvoir créer des postes à destination des jeunes médecins qui sont en sortie d'études et que durant 3 ans, ils puissent s'installer pour exercer leur métier et puis répondre à la demande sur ces territoires. Nous savons que c'est difficile à mettre en place. Alors ce que nous rajoutons aussi dans la balance, c'est l'idée de créer des postes de médecins fonctionnaires, des médecins qui travaillent au service de l'État et qui viendront aussi répondre sur ces territoires en tension aux besoins des patients qui sont nombreux sur le territoire. Patrick Le Fur, forcer les jeunes à s'installer parce qu'ils ont eu des études qui ont été coûteuses pour la société et donc leur demander quelques mois ou quelques années dans des zones défavorisées ou bien plutôt juste avoir une attractivité? Alors, je pense qu'on sort de 2 ans de crise sanitaire. J'espère qu'on est sorti. Hein, je ne vais pas prendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense que les Français en ont assez de l'obligation de toujours être contraints, d'avoir des gouvernements qui ont pris des mesures bonnes, pas bonnes. En tout cas, ils ont été fliqués, on peut le dire le mot. Et j'ai énormément de respect pour la police et les gendarmes. Moi, je pense qu'obliger quelqu'un, non. Vous allez prendre un jeune médecin qui sort de l'école. Très bien, vous l'installez dans cette circonscription, dans un village très reculé. Mais il a une famille, ce monsieur, ce docteur. Quand il va trouver, il n'y aura pas d'école pour ses enfants, il n'y aura pas de transport, il n'y aura pas de communication. Alors on fait quoi alors finalement? Eh bien justement, avant d'imposer quoi que ce soit, je pense que le territoire, il faut le rendre attractif. Voilà, on l'a vu avec l'histoire du Covid, on a vu que beaucoup de médecins, beaucoup de gens, des ruraux, enfin des citadins sont venus s'installer dans la ruralité. Attractif de façon générale. Voilà, exactement. Si vous venez revaloriser les salaires, si ça va très très bien, la consultation, mais gagner de l'argent, mais si vous ne pouvez même pas aller au cinéma, vous ne pouvez pas aller, il faut prendre votre voiture pour faire 85 km ou 30 km pour aller manger avec son épouse et ses enfants dans un restaurant. Votre argent, vous allez le perdre dans le carburant. Donc il faut qu'il y ait un tissu social, un tissu de loisirs au sein de tous les territoires. Richard Ferrand, vous avez déjà eu la parole sur cette question, mais très rapidement, en termes de propositions. Je vais vous dire. Premièrement, je partage l'analyse qui est faite par les collègues, qui est que c'est la préoccupation centrale des habitants de notre territoire, l'accès aux soins. L'hôpital de Carhaix, je n'ai pas pu finir, ma voisine a pris la parole, et elle a raison d'ailleurs. L'hôpital de Carhaix, il est aussi un point d'attractivité pour des médecins qui pourraient venir s'installer, qui aujourd'hui veulent travailler en réseau. Donc oui, il a vocation à être conforté, et la ministre Bourguignon l'a rappelé. J'ai demandé qu'il y ait une mission de l'État pour reprendre le projet d'établissement du CHU Brest-Carhaix qui traitait Carhaix insuffisamment bien. Et donc ce travail va être fait, la ministre me l'a confirmé. Et enfin, l'IRM fixe, qui a été doté par le Ségur de la Santé, va faire l'objet des travaux très rapidement. Donc pour renforcer l'offre de soins à Carhaix en centre Finistère. Monsieur Le Fur, vous voulez ajouter un truc en 20 secondes sur l'hôpital? Oui, alors, l'hôpital de Carhaix, la CFDT annonce qu'il manque 20 aides-soignants et qu'il manque une douzaine d'infirmiers. Pénurie de personnel. Pénurie de personnel. Je pense qu'il faut d'abord embaucher. Les comptes de l'hôpital de Carhaix sont sains. Mais il faut trouver le personnel, monsieur. Mais il faut justement l'attractivité. Quand on a mis 15 000 soignants, on les a déboutés de tous leurs droits parce qu'ils ne se vaccinaient pas.
Je pense qu'il faut revoir cette chose-là. C'est une aberration. Merci à vous. On va terminer par une question subsidiaire avant de conclure ce débat. Une dernière question qui va être posée à chacun d'entre vous. Vous avez 30 secondes pour nous expliquer quelle serait la première proposition de loi que vous allez défendre à l'Assemblée dans votre prochain mandat. On commence avec vous. Voilà, Richard Ferrand. Bien, je crois qu'aujourd'hui, le premier enjeu, il est clairement lié au pouvoir d'achat. C'est pour ça que dès que l'Assemblée nationale sera à nouveau réunie, nous étudierons un projet de loi proposé par le gouvernement visant à la fois à maintenir les mesures de bouclier pour éviter l'inflation sur les énergies, maintenir la ristourne sur le carburant. Ça, je dirais, c'est pour faire face à cette inflation qui nous vient de l'extérieur, mais c'est aussi augmenter le pouvoir d'achat en augmentant sur l'inflation à la fois les retraites, les minima sociaux, le SMIC et inciter à ce que la prime dite Macron, sans cotisation ni impôt, puisse être augmentée et versée. En 30 secondes, Mélanie Thomas. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron et son premier soutien sur le territoire, Richard Ferrand, prévoient de décaler l'âge de départ à la retraite à 65 ans. En m'élisant député le 19 juin prochain, je porterai à l'Assemblée nationale un vrai choix de société, une loi permettant à chacune et à chacun de pouvoir partir à la retraite dès 60 ans et à taux plein. Cette retraite, nous la voulons digne, à minima, au SMIC pour tous. Merci beaucoup. Gaëlle Nicolas, la parole est à vous. Face à vous. Oui. Monsieur Richard Ferrand est député de cette circonscription depuis déjà 10 ans et on le constate à travers les différents sujets qui ont été évoqués, une dégradation de ce territoire, mais ce territoire a aussi beaucoup de promesses et d'espoir. La loi que je défendrai sera la loi sur le grand âge, annoncée à multiples reprises mais qui n'a pas été faite, pour permettre aux personnes âgées du territoire, mais aux personnes âgées en France, de vieillir dignement. Certes, il y a eu des choses qui ont été faites, la reconnaissance du 5e risque, mais il n'y a pas eu de suite. Et aujourd'hui, nous devons absolument travailler sur le fond par une loi véritable sur le grand âge. Nous vous écoutons. Eh bien, avec les députés de bonne volonté, je souhaiterais une réforme constitutionnelle, une 6e République qui, elle, serait fédérale, pour rapprocher le pouvoir des citoyens, avec un socle commun au niveau hexagonal, qui serait basé avec des conditionnalités écologiques notamment, et après au niveau des territoires, des régions, quand c'est pertinent, des prises de compétences, des prises de pouvoir avec les budgets qui vont avec, comme en Europe, être fédéral, et puis pour la Bretagne, bien sûr, la réunification, et puis la signature de la Charte des langues européennes minoritaires. Patrick Le Fur, c'est à vous. Élu député, je ferai comme mes collègues du Rassemblement national, notre groupe que nous espérons, tous nos cœurs, c'est le pouvoir d'achat des Bretons, des Français, des Finistériens. C'est les carburants, c'est TVA qui est complètement abject, on passe de 20% à 5,5%. Les 0% de taxes sur les 100 premiers produits de nécessité. Tout ça, ça vous touche directement, c'est votre porte-monnaie. C'est ça qui fait la différence. Et je finirai puisque c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Monsieur Le Fur. Merci à tous pour votre participation à ce débat. Bonne campagne à tous. Je rappelle qu'il y a d'autres candidats sur cette circonscription. Voici leurs noms. Tiffaine Beaulieu, qui est du mouvement Résistons de Jean Lassalle, Sophie Brousteau de Reconquête, Philippe Cordier, Lutte ouvrière, Valérie Fabre d'Hiver, Bernard Ferringer du Parti animaliste, Alain Pasquet du Parti breton, Tugdual Pérenec d'Hiver, Mathilde Fliguer, Fédération française de la citoyenneté. Merci beaucoup Valérie. Ce débat et tous les autres sont à voir sur notre plateforme France.tv. Mercredi prochain, avec Robin Durand, nous vous invitons à un débat le 8 juin à 17h45 en direct depuis le marché de Matignon dans les Côtes d'Armor pour un débat citoyen. Très belle soirée à tous.